Depuis son agression il y a plus de 10 ans, Kambale Mopika a bien du mal à se déplacer. Mais en ce début du mois d'août, il ne raterait ce rassemblement pour rien au monde. Là, je me prépare pour aller à la manifestation en mémoire des victimes de violences. Le 15 octobre 2014, cet habitant de Beni a essuyé les tirs des ADF, ce groupe djihadiste actif dans l'est de la RDC. Sa femme, son père, son frère et plusieurs de ses voisins sont morts dans l'attaque. Dans le cimetière qui abrite leurs dépouilles, les manifestants commémorent le génocauste, un terme utilisé pour désigner l'ensemble des crimes commis contre les Congolais pour des desseins économiques. Ici, il n'y a que les corps de ceux qui ont été tués lors des premières attaques, mais beaucoup d'autres personnes ont été tuées et leurs corps dispersés ailleurs. Nous, les victimes, nous demandons justice pour que les tueurs, ceux-là même qui m'ont rendu handicapé, subissent la rigueur de la loi internationale ou nationale. Dans l'est de la RDC, riche de ses minerais, une centaine de groupes armés sèment la terreur depuis plus de 30 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, les ADF ont tué une trentaine de personnes dans une église située à une centaine de kilomètres de là, à Komanda, en Ituri. Les victimes des ADF sont autour de 22 000 personnes tuées, aujourd'hui, depuis 2014. Et également d'autres victimes des M23 et d'autres groupes rebelles actifs ici, c'est nombreux. Quand nous irons aux instances internationales, c'est là que nous allons présenter des éléments et prouver que les nôtres ont été tués. Les militants pour la reconnaissance du génocauste revendiquent notamment la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Une demande soutenue par les autorités, surtout depuis la résurgence du mouvement rebelle M23 fin 2021. C'est un devoir de mémoire pour ne pas oublier. C'est un appel à la justice pour que les auteurs de ces crimes, qu'ils soient congolais ou étrangers, répondent de leurs actes devant les juridictions nationales et internationales. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis de continuer à plaider pour la reconnaissance du génocauste. Il devrait notamment s'y atteler lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre. 3. Okatu. 4. Il aura fallu près de 2 heures aux journalistes de la télévision guinéenne pour énumérer les quelques 1724 unités de production d'eau minérale fermées pour irrégularité. Après enquête, le ministère du Commerce se saisit donc d'un vieux problème en Guinée et passe à l'action. Ce mardi, quartier Kenyenne à Dixine, à l'entrée de Conakry. Accompagnés de policiers, des cadres du ministère du Commerce investissent cette discrète unité de production. Ils saisissent la marchandise et condamnent les lieux. Nous avons fermé l'unité d'Ounia. Nous avons remarqué plusieurs irrégularités. Cette unité est en pleine production, mais n'a pas de papier, n'a pas d'autorisation d'exploitation. Vous allez fermer là-bas. L'eau d'Ounia, bien connue dans la capitale, provient, comme celle de cette autre unité de production de Dixine, d'un forage que les propriétaires des lieux ont fait creuser illégalement. Cette dame, qui aurait préféré rester anonyme, s'est organisée chez elle à son domicile. Elle récupère aussi les eaux de pluie, mélange le tout et conditionne l'eau en sachets grâce à ses machines. Des sachets revendus aux boutiquiers du quartier, le tout sans aucune autorisation. La plupart de ces unités de production d'eau sont installées dans les familles. Et vous avez vu là où on a fait les forages, c'est non loin des latrines. Et les conditions sanitaires sont extrêmement dangereuses. C'est véritablement un problème de santé publique. La preuve avec les équipes du laboratoire de l'Office national de contrôle de qualité, rattaché au ministère. Elles ont analysé des échantillons prélevés dans la seconde unité de production de Dixine. Retrouvons les coliformes totaux et fécaux surtout, qui sont des indicateurs de pollution. Il faut automatiquement arrêter, faire une désinfection de l'eau. Les microbes, quand nous retrouvons les coliformes surtout, ou les salmonelles, automatiquement il faut arrêter, parce que ceux-ci ont un impact négatif sur la santé des consommateurs. Des bactéries qui peuvent causer des maladies graves. Les salmonelles, par exemple, peuvent provoquer la fièvre typhoïde et tuer. Pour ce défenseur des droits des consommateurs, si les fermetures sont les bienvenues, il faut que l'État aille plus loin encore. Nous demandons aux autorités judiciaires de saisir, parce qu'aujourd'hui,
c'est des millions de consommateurs qui sont victimes. Parce que c'est des millions d'eau minérale que les gens ont consommées. Le gouvernement guinéen ne s'est pas exprimé sur d'éventuelles suites judiciaires. L'eau fournie par la SEG, la Société publique des eaux de Guinée, n'est-elle accessible que 3 jours par semaine et n'est pas potable. Les Guinéens sont donc condamnés à boire de l'eau minérale. C'est une déclaration rare sur la situation sécuritaire dans le nord du pays. La semaine dernière, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré à nos confrères de l'agence Reuters que 15 attaques avaient été perpétrées depuis le début de l'année par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, filiale d'Al-Qaïda au Sahel. D'après lui, 54 civils et 8 militaires ont été tués dans ces attaques. Le ministre a également déclaré qu'environ 8000 soldats togolais sont déployés dans la région, qui est sous état d'urgence sécuritaire depuis 2022. Depuis l'état d'urgence sécuritaire, qui est toujours maintenu, ça veut dire que le quotidien, la paix, le vivre ensemble a été affecté et continue par être affecté. Et donc, de plus en plus, les gens sont obligés de s'éloigner de certaines zones qui ont été définies comme des zones opérationnelles, où habituellement ils avaient leurs champs et autres, et à se replier. La semaine dernière, les médias russes ont rapporté un nouvel accord militaire signé entre Lomé et Moscou, une coopération qui comprendrait notamment des exercices conjoints, mais qui n'a pas été confirmée ni démentie par le gouvernement togolais. Donc si les Russes en parlent, ça veut dire qu'ils sont les premiers intéressés. Et il est clair qu'aujourd'hui, Lomé, à travers son port, représente une place stratégique. C'est dans les deux sens. Et quand la présence militaire elle est là, ça veut dire que d'autres aspects comme économiques et autres aussi viendront avec le temps. D'autres partenariats sont déjà en cours, notamment avec l'Union européenne, qui malgré des tensions l'année dernière a relancé son projet d'aide à la stabilisation du nord du pays. La cohue et la foule devant la gare centrale du Caire. Mais les passagers gardent le sourire. Il y a même comme un petit air de fête. Ce sont des réfugiés soudanais en Égypte et ils se sont vus proposer un retour gratuit dans leur pays. Depuis le début de la guerre civile en 2023, l'Égypte a accueilli plus d'1,5 million de Soudanais venus chercher refuge. Plus que tout autre État. La situation s'est un peu améliorée au Soudan et l'initiative prise par le gouvernement et l'ambassade soudanaise nous a encouragés à retourner dans notre patrie. Le train spécial affrété tous les lundis par les chemins de fer nationaux doit embarquer 850 passagers. Direction Assouan dans le sud du pays, un voyage de 12 heures. À Assouan, les passagers vont prendre des bus pour les conduire à la frontière soudanaise. La plupart d'entre eux annoncent vouloir poursuivre jusqu'à Khartoum, la capitale, ou les régions voisines du centre du pays. Sur le quai, la présence de l'ambassadeur du Soudan au Caire indique une initiative très politique. Différentes organisations et des gens de bonne volonté veulent aider le peuple soudanais pour rentrer, maintenant que les forces armées ont pu chasser les milices des forces de soutien rapide, les FSR. Ainsi, le retour des citoyens chez eux est une étape importante pour la reconstruction et pour amener la stabilité. De fait, depuis le début de l'année, les forces armées soudanaises ont pu regagner du terrain dans le centre et l'est du pays. En mai, elles ont pu pacifier Khartoum. Mais la situation est toujours dramatique dans l'ouest. Les combats contre les paramilitaires des FSR se poursuivent. Ces derniers viennent de se doter d'un gouvernement. Ils assiègent et affament toujours El Fasher, la capitale du Darfour du Nord. Et de nouvelles vagues de réfugiés tentent toujours de rejoindre le Tchad voisin.